maintenant de vous dire un petit peu comment nous voyons Ars Industrialis pour ce que nous voyons le revenu contributif, qui en effet s'articule, c'est tout à fait en phase avec ce que vient de dire Yann Mouguet-Boutan, avec le revenu d'existence. Juste pour préciser d'où vient ce concept de revenu contributif, il vient de discussions que nous avons eues à l'instigation de Arnaud Delépine, qui n'a pas essayé au sein d'Ars Industrialis de nous amener à nous exprimer sur la fin du plein emploi. Ars Industrialis existe depuis 12 ans maintenant, et Franck Cormeret, voilà, je crois que c'est toi qui as la première fois avancé cette hypothèse au sein d'Ars Industrialis, d'un revenu conditionnel, à la différence du revenu d'existence inconditionnel, qui serait inspiré à la fois par le régime des intermittents du spectacle, d'une part, et d'autre part par les modèles d'organisation du travail, issus du logiciel libre, des wikis et de toutes ces technologies qui intéressent nos amis accélérationnistes d'ailleurs. Alors, ce que nous soutenons, nous, aujourd'hui, Ars Industrialis, et avec Pleine Commune, donc, juste pour préciser, donner des faits un peu précis, Pleine Commune est aujourd'hui une opération qui a démarré exactement le 2 novembre de cette année, donc il y a 15 jours ou 3 semaines, avec une petite équipe de 5 personnes plus une. Je dis 5 personnes plus une parce qu'il y en a 5 qui sont financées avec une petite aide du ministère de la Recherche et une qui n'est pas financée mais qui travaille quand même, qui s'autofinance. Et puis d'autres personnes qui suivent ça, qui sont des candidats chercheurs qui n'ont pas été retenus parce qu'il n'y avait pas énormément de place, mais qui ont décidé de suivre la chose. Je préciserai tout à l'heure plus en détail, évidemment, quel est le projet de Pleine Commune véritablement, quels en sont les 4 principaux aspects. Et je vous dis tout de suite que c'est un projet sur 10 ans. Voilà. Et quel est le but fondamentalement de ce projet? C'est outre de faire ce qu'on appelle parfois un démonstrateur ou une preuve de concept, c'est de développer une démarche contributive, de recherche contributive, qui spécifie progressivement la faisabilité des choses, en supposant que les hypothèses de départ sont rationnelles. Et ce que donc je vais essayer de défendre aujourd'hui, c'est la rationalité des hypothèses de départ et la méthode de travail. Nous n'avons pas de réponse à 50 000 questions qui se posent, parce que nous pensons que ce n'est pas nous qui pouvons apporter les réponses. Nous ne croyons pas à la science économique qui aurait réponse à tout, nous ne croyons pas à la science politique qui aurait réponse à tout, nous croyons à la négociation sociale, et nous souhaitons que Pleine Commune soit un lieu où les acteurs, les partenaires sociaux, comme on les appelle parfois, trouvent le moyen de négocier sans trop de, disons les choses, de violence, quoi. Sans trop de violence. Nous pensons donc qu'il faut étendre progressivement le régime des intermittents du spectacle. Pourquoi? Alors qu'est-ce que c'est que ce régime? Bon, il est plus ou moins bien connu, hein. C'est un régime d'allocation de ressources de chômage, en principe. Nous disons qu'il faut le transformer en un régime de capacitation, puisque le but est de supprimer le chômage. Non pas en faisant le plein emploi, mais en disant que le problème du plein emploi, c'est le travail. Et qu'il faut foncièrement distinguer l'emploi et le travail. C'est pas du tout la même chose. Il se trouve que parfois, des gens qui sont employés à travailler. Et de plus en plus de gens qui sont employés ne sont pas employés du tout à travailler. Ils sont employés à servir des systèmes qui les empêchent de travailler. Pour nous, travailler, et là nous avons un point de vue assez différent de Mauricio Lazzarato, même s'il est un de nos inspirateurs, parce que le livre qui a été publié par Amsterdam, Intermittents et précaires, est une de nos sources d'inspiration. Là où Maurizio et Antonella Corsani ont fait tout un travail avec la coordination des intermittents du spectacle et ont montré que c'est hors période d'emploi que l'intermittent travaille le plus. Pourquoi? Parce que travailler, qu'est-ce que ça veut dire chez nous, là? Ça veut dire produire ce que nous appelons de la négantropie. Alors, je préciserai un petit peu tout à l'heure ce que j'entends par là. Et quand je dis négantropie, c'est pas simplement négantropie au sens où, depuis Erwin Schrödinger, on qualifie le vivant comme étant ce qui diffère l'augmentation de l'entropie. Et c'est encore dans ce sens-là que l'utilise par exemple Nicolas Georgescu-Roegen, l'économiste très important, on est en train de le relire beaucoup dans Ars Industrialis, qui a thématiser ces questions. Nous écrivons, nous, négantropie avec un A et un H, c'est-à-dire c'est ce qui pose qu'il y a une forme de négantropie qui n'est pas celle du vivant,
puisque l'organogenèse de l'être humain, ce n'est pas une organogenèse biologique, c'est une organogenèse technologique, que nous appelons nous organologique. À partir de là, elle ne dépend pas des règles du vivant que décrit Schrödinger, par exemple, ou Henri Atlan, ou des gens comme ça. Et nous pensons que ça pose un problème tout à fait nouveau, et que quelqu'un avait posé ce problème déjà. Pas dans ces termes-là, bien sûr. Il s'appelait Karl Marx. Il avait un copain qui s'appelait Engels. Et donc, cette question ne date pas d'hier. C'est pas George Scroggin qui a posé le problème, le premier de ce qu'on appelle, de ce qu'il appelle, après l'autre cas, l'exosomatisation, c'est Marx et Engels, en 1846. Alors, nous pensons que l'allocation d'un revenu inconditionnel d'existence est une nécessité, mais elle n'est pas autosuffisante. Pour produire une nouvelle rationalité économique, cette nécessité, dans le sens que disait à l'instant Yann, c'est-à-dire qui permet que, par exemple, ceux qui bénéficient d'un revenu conditionnel puissent, dans tous les cas, échapper à ce revenu conditionnel en pouvant accéder à un revenu inconditionnel, et qu'il soit un vrai revenu inconditionnel, et pas simplement un RSA de misère. Nous pensons que, dans tous les cas, la question fondamentale, c'est de mettre en place, par ailleurs, un revenu donc conditionnel qui va inciter chacun, individuellement et collectivement, à intensifier ses périodes de travail et à diminuer ses périodes d'emploi. Sachant que le revenu contributif suppose de l'emploi. Évidemment, un point très important que je n'ai pas dit là, c'est un des éléments qui nous a fait changer d'échelle dans notre réflexion, parce que pendant, jusqu'à 2012, grosso modo, 2013 même, nous avons réfléchi à travers des groupes de travail que nous avons constitués, pas simplement autour de l'économie, mais aussi autour, par exemple, des technologies relationnelles et toutes ces choses-là, parce qu'on ne peut pas séparer ces questions de la réalité matérielle de ce que Marx appelle le capital fixe. Mais depuis 2013, nous sommes passés d'un discours théorique, analytique, d'hypothèses et de propositions, de débat, à une démarche expérimentale, c'est-à-dire l'affirmation de la nécessité d'expérimenter. Pourquoi est-ce que nous avons fait cela? Eh bien, pour deux raisons. D'abord parce qu'avec l'IRI, là je parle au nom de l'industrialisme, et l'IRI qui nous accueille dans cette salle aujourd'hui, l'Institut de recherche et innovation, est associé très étroitement à tout cela. En fait, c'est d'ailleurs l'IRI qui porte véritablement ce programme avec pleine commune, parce qu'Ars Industrialis, c'est insolvable, pas de CADIS, rien du tout, donc on ne peut pas gérer des grosses sommes ridicules d'ailleurs, par rapport à ce dont nous avons besoin, mais en tout cas, tandis que l'IRI a quand même un conseil d'administration avec un expert comptable, un commissaire aux comptes, etc. Donc voilà, la puissance publique peut donner un peu de fric à cette structure-là. Mais c'est pas seulement pour ça, c'est aussi parce qu'il y a des aspects très technologiques derrière tout ça, je vais le dire dans un instant plus précisément, et l'IRI, eh bien, c'est une petite structure qui fait du développement technologique. Voilà, un petit peu, je dirais, aux marges des standards de l'industrie du numérique contemporaine. Donc, ce que nous avons fait avec l'IRI en 2013, c'est un colloque au Centre Pompidou, là, en décembre 2013, il y a presque exactement 3 ans, sur les conséquences de l'automatisation, de la nouvelle vague d'automatisation. Nous posons, ça peut peut-être se discuter, j'ai jamais vu personne me contester là-dessus, mais ça peut arriver, nous posons qu'il y a une première vague d'automatisation qui est celle que décrit Marx, et qui l'amène à l'hypothèse du dépassement de la valeur d'usage et de la valeur d'échange dans les Grundrisse, dans les fameux textes qui est un peu des textes de base de multitude, je crois, qui est Tony Negri. Il y a une deuxième vague d'automatisation qui est la taylorisation, grosso modo, hein, avec ses divers avatars, y compris le toyotisme, enfin toutes ces choses-là, et qui on appelle parfois le fordisme, le keynesianisme, etc. En fait, il y a diverses versions de tout ça, mais ça conduit à ce que disait Yann tout à l'heure sur le welfare state, la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, y compris avec la Convention de Philadelphie et tout cela, et en passant aussi par l'Organisation internationale du travail en 1919, enfin bon, tout un dispositif qui se met en place comme ça au XXe siècle, que Marx n'a pas connu, qu'il ne décrit pas, il ne peut pas le décrire, puisqu'il n'existe pas. Et nous pensons qu'il y a une troisième vague d'automatisation, depuis en fait déjà une trentaine d'années, mais qui s'est surtout développée avec la réticulation que le web a induite, et qui constitue voilà, la data économie, ce qu'on appelle la rovolution, c'est un nouveau type de robot beaucoup moins
coûteux et complexes que les robots d'il y a 30 ans. Les instruments autonomes, véhicules autonomes, aspirateurs autonomes, etc. Enfin, bref, tout cela qui transforme très profondément les conditions de la production, y compris domestique. C'était une production, voulant dire transformation de mon milieu, y compris enlever la poussière dans mon salon. Donc ça va de ça jusqu'à la data economy qui fait la fortune d'Amazon, Facebook, etc., en passant par les nouveaux robots suédois qui sont absolument fantastiques. J'en ai vu un il y a un mois en Californie, et c'est quelque chose de sidérant. Voilà. Et évidemment, la nouvelle intelligence artificielle, le deep learning, et tous ces trucs-là. Puisque tout ça s'articule, c'est ça le numérique. Le numérique, c'est ce qui permet d'articuler tout ça avec des normes de compatibilité, et qui permet de travailler à des échelles extrêmement variables, non seulement planétaires, mais en orbite avec des satellites à 36 000 km en orbite géostationnaire, jusqu'à nous-mêmes, y compris tout ce qui est dans nos corps aujourd'hui, avec la nanomédecine, est en train de produire des nanorobots pour développer une médecine d'un nouveau type qu'on appelle parfois la médecine 3.0. Nous pensons que cela, comme c'est maintenant largement débattu, tu citais Pisani-Ferry tout à l'heure, mais il a nié ça pendant je ne sais pas combien de temps, il a changé de point de vue depuis très peu de temps, mais jusqu'à il y a encore un an, il disait le plein emploi, on y arrivera en 2025 quand même. Hein. Là, il a vraiment changé de point de vue. Mais nous disons qu'il faut prendre très au sérieux les chiffres du MIT et de Oxford, notamment, et de Roland Berger et de tant d'autres, qui, comme vous le savez, annoncent entre 20 et 30, 50, voire 70% d'emplois menacés de disparition. C'est le chiffre de Ronald Collins aux États-Unis, c'est un marxiste, c'est pas du tout un néolibéral, qui dit 70% des emplois à échéance de 30 ans pourraient disparaître. Alors, nous disons, ne cherchons pas à savoir si c'est 50, 70, 30 ou même 20. Ce qui est important, c'est qu'il y a une tendance, et une tendance irrépressible à la disparition de l'emploi. Par contre, il y a une nécessité, un besoin tout aussi irrépressible à une augmentation du travail. Qu'est-ce que nous appelons le travail ? Eh bien, le travail, c'est ce qui produit ce que l'automatisation ne pourra jamais produire. Pourquoi ? Parce qu'un automate ne peut que formaliser, et ces formalisations ne peuvent que conduire à des fermetures de systèmes, au sens où on parle de système fermé en théorie des systèmes. Le travail, c'est ce qui est essentiellement produit par une ouverture. Cette ouverture s'appelle le savoir. Que disent Marx et Engels à partir de 1848, c'est-à-dire dès le manifeste communiste, c'est que le développement du capitalisme industriel repose sur la destruction des savoirs. Destruction des savoirs vivants, comme il parle de travail vivant, remplacés par des machines, dont nous voyons aujourd'hui, nous et eux ne le voyaient pas, que ce sont des machines informationnelles. Ils n'ont pas eu le concept d'information. Le concept d'information est apparu au XXe siècle, et ça c'est très important. Si on introduit le concept d'information dans la théorie marxienne, je ne dis pas dans le marxisme, c'est tout à fait autre chose, ça change beaucoup de choses, et ça permet de théoriser beaucoup de choses, en particulier du côté des grandes risseux. En tout cas, nous disons, nous, que la société industrielle, qui, c'est très important, coïncide grosso modo avec la définition de la temporalité de l'Anthropocène, et qui est l'histoire du capitalisme, parce que la société industrielle, c'est l'histoire, c'est la société capitaliste, pour le moment. C'est une histoire qui repose sur la captation des savoirs. D'abord les savoir-faire, des ouvriers, puis les savoir-vivre des consommateurs au XXe siècle, et aujourd'hui les savoirs conceptuels des ingénieurs, des scientifiques, etc., avec les big data, avec le deep learning et tout ça passé sous le contrôle de la calculabilité. C'est donc quelque chose qui repose sur la valorisation exclusive de la calculabilité. Et là, il y a un hic rationnel, qui est que si on prend un petit peu au sérieux, René Thom ou un certain nombre de personnes comme ça, Whitehead et tout ça, eh bien, les systèmes ouverts sont ouverts à l'incalculabilité. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts à ce qu'ils ne peuvent pas calculer eux-mêmes. Et ça, c'est la limite, c'est pas simplement la baisse tendancielle de taux de profit, mais c'est la baisse tendancielle de la négantropie, c'est-à-dire l'augmentation de l'entropie, qui est le problème de l'Anthropocène. Nous écrivons Anthropocène avec un E et sans H. L'Anthropocène, c'est l'accélération foudroyante sur 250 ans du taux d'entropie dans tous les domaines. L'entropie physique, ce qu'on appelle la thermodynamique, mais aussi les formes d'entropie qu'on peut apparenter à la théorie de l'information, etc., etc. Bref, c'est la standardisation, la stérilisation, qui a des conséquences très concrètes. Par exemple, si on veut un exemple,
sur le langage. Frédéric Kaplan ayant montré comment le traitement automatisé et computationnel des langages des 500 grandes langues mondiales aboutit à une perte d'orthographie, à une perte de sémantique, etc. Bref, à une stérilisation anthropique de la langue. Et ça, on pourrait le montrer dans absolument tous les domaines. Nous nous disons, ça, c'est le grand enjeu de l'économie de demain. Augmenter la négantropie. Or, le capitalisme computationnel qui existe aujourd'hui, eh bien, il augmente l'entropie. Et structurellement, parce que c'est là-dessus qu'il produit de la valeur. C'est sur l'augmentation de l'entropie. C'est-à-dire ce qu'on appelle les économies d'échelle, etc. Et c'est ce qu'il faut changer. Quand nous disons ça, et c'est là que nous sommes très proches de Nick et Alex, nous ne disons pas qu'il faut revenir à des modes de production artisanaux, classiques, pas du tout. Nous pensons qu'il faut repenser les architectures données et les technologies industrielles, les socialiser autrement pour les mettre au service de ce que disait Yann tout à l'heure, c'est-à-dire une libération du temps et un temps qui va être lui-même mis au service de quoi? D'une augmentation de la capacité au sein d'Amartya Sen. Voilà, nous faisons intervenir Amartya Sen dans notre raisonnement, ce qui n'est pas très courant pour des post-marxistes. Nous sommes, en tout cas moi je suis ce qu'on appelle un post-marxiste, je m'appuie foncièrement sur Marx, même si je pense que Marx est parfois très dépassé sur certains domaines, mais je pense que Amartya Sen mérite d'être lu avec Marx et réinterprété avec Marx, lorsqu'il montre que la résilience, on dirait aujourd'hui, des Bangladais en 1972 pendant une famine effroyable, qui, malgré une famine effroyable, fait que néanmoins les Bangladais ont une espérance de vie meilleure que les habitants de Harlem, n'est explicable que par la prolétarisation des habitants de Harlem, d'un côté, et le maintien des capacités des habitants du Bangladesh de l'autre. Les capacités, c'est ce que nous appelons, nous, des savoirs. Et un savoir, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas de l'information. Un savoir, c'est ce qui, justement, a la capacité de produire ce que Whitehead appelle des bifurcations. Et ces bifurcations viennent enrichir un monde et produire une valeur qui n'est ni de la valeur d'usage, ni de la valeur d'échange. Le capitalisme repose sur une théorie de la valeur qui est celle de la valeur d'usage et de la valeur d'échange et qui finalement reste assez proche de la théorie classique de la valeur, voilà, et elle critique. Et nous pensons, nous, peut-être que Franck, qui est ici présent, en parlera tout à l'heure, qu'un nouveau type de valeur doit être conçu en économie, qui nous appelons une économie de la négantropie, avec un A et un H. Pour le dire très sommairement, j'appelle ça, moi, la valeur pratique, c'est une valeur inusable. La valeur de Vogodas, elle se perd avec l'usage. Et elles ont vocation à finir à la poubelle, même si vous les adorez, etc. C'est mon cas, j'adore mes chaussures, mais bon, chacun ses petits trucs, mais elles finissent quand même toujours à la poubelle. Tandis que les maths que j'ai apprises, surtout quand je relis Whitehead, etc., ça finit pas à la poubelle, ça s'enrichit, c'est-à-dire que ça gagne de la valeur avec le temps. Et cette valeur-là, c'est aussi une valeur sociétale au sens où l'utilise, je crois, Franck, et au sens où ça croise des questions que Émile Durkheim posait en 1880 autour de la division du travail et de la solidarité organique de la société. Donc, ce que nous posons, nous, c'est que l'économie de demain doit être une économie de la déprolétarisation. Ça, évidemment, c'est pas facile à vendre à des marxistes. Et notamment au Parti communiste chinois, qui me dit, quand je lui dis ça, parce que nous allons en Chine tous les deux, mais alors, où est notre clientèle, si c'est plus les prolos? Bon, eh bien, nous disons que les prolos, il y en aura de moins en moins au sens d'une classe de travailleurs prolétaires, parce qu'on en a justement plus besoin, ils sont remplacés par des robots, et que la prolétarisation ne frappe pas seulement les prolétaires au sens habituel, mais elle frappe Alan Greenspan, j'ai essayé de le montrer dans un livre, elle frappe tout le monde en fait. Et que c'est extrêmement dangereux. Ça produit une stérilité sociale et ça fait voter Trump et Le Pen, etc., par ailleurs. Alors, nous pensons qu'il faut absolument repenser le temps. Pas simplement dans le sens, c'est ce que dit Dominique Méda en ce moment même peut-être au Métallo, c'est-à-dire que Dominique Méda continue à dire ce que Gorz disait, diminuer le temps de travail, passer à 32 heures, 28 heures, etc., avec Oscar Necht. Et je ne suis pas forcément contre, mais je pense que ce n'est pas le problème. On peut évidemment diminuer le temps de travail. Je suis tout à fait pour la diminution de la semaine de travail des employés. Mais le problème, ce n'est pas l'emploi, c'est le travail, justement. Donc ce n'est pas du temps de travail, donc c'est du temps d'emploi. Et ce qu'il vaut, c'est valoriser le temps de travail. Il faut le valoriser comme chez les intermittents. C'est-à-dire donner aux gens le temps de travailler comme ils l'entendent hors emploi. Mais sous condition de valoriser leur travail régulièrement. Comment le valoriser? Et ça, c'est la question que posait Yann, en disant, ben, qui, c'est le maire du coin qui va décider ça?
alors là, bonjour. Eh bien non, c'est justement pas ça, et c'est pour ça que nous avons lancé l'opération à pleine commune. Nous avons demandé 10 ans. Pourquoi faire? Pour mettre en place un dispositif, peut-être là aussi que Franck en dira un mot tout à l'heure, qui va être capable de créer les conditions pour inventer une nouvelle certification de la valeur. Qu'est-ce que je vais dire en disant cela? Peut-être que je vous présente en 2 mots le projet de pleine commune, avant d'en dire un peu plus. Je n'ai pas vérifié l'heure, il faut que je fasse attention. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Le projet de pleine commune, il a 4 dimensions, fondamentalement. La première dimension, c'est de transformer un territoire de 400 000 habitants, dont la cité centrale s'appelle Saint-Denis, la cité orientale, si je puis dire, non, orientale ou occidentale plutôt, s'appelle Aubervilliers, et l'orientale Saint-Ouen, et entre ça, il y a la Courneuve, Pierrefitte, Stein, etc., Épinay-sur-Seine, l'île Saint-Denis, quelques autres que j'oublie, 9 communes, 400 000 habitants. Nous avons proposé à ce territoire, qui a finalement, il y a eu un vote du Conseil communautaire, il y a déjà 1 an et demi, à l'unanimité. C'est très important pour nous, il y a une espèce d'unanimité politique sur ce programme. Le Front National n'est pas représenté sur le territoire. Nous avons lancé un projet qui dit, premièrement, ce territoire qui est un des plus arriérés sur le plan technologique, moins connecté, etc., deviendra un des plus modernes au monde du côté de ce que nous appelons les really smart cities. C'est-à-dire que notre but, c'est de faire une ville, ou une conurbation vraiment intelligente. Non pas une smart city, mais une really smart city. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre les bots, les algorithmes, tous ces machins-là au service d'une augmentation de l'intelligence collective qui ne court-circuite pas les gens, mais qui au contraire stimule les gens. Nous nous appuyons sur une expérience qui a été faite par Jean-François Perron dans le Nord-Pas-de-Calais, à Los Angeles. Voilà. C'est lui qui m'avait parlé de ça il y a déjà 10 ans. Puisqu'il avait, avec Orange, imaginé un système où des capteurs installés dans toute sa petite ville de 8000 habitants inciteraient les gens à se réunir, à discuter toutes sortes de questions sur notamment les questions thermiques, mais pas seulement. Voilà. Les flux, etc. Et donc responsabiliserait les gens qui sont au RSA à 50% de la population par ailleurs. C'est le bassin minier, et c'est vraiment pas la joie. Voilà. Et c'est pas la joie, c'est un peu comme le Bangladesh, les gens ont la pêche. Si vous allez à Los Angeles, ils élisent leur maire à 100%, etc. Comme dans les bonnes démocraties populaires. Non, mais c'est vraiment, justement pas comme dans une démocratie populaire, c'est un lieu où voilà, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel. En tout cas, ce que j'essaye de vous dire en vous disant cela, c'est que nous proposons à ce territoire de passer d'un sous-équipement en tout, bien que presque tous les data centers de la région parisienne soient là, parce qu'évidemment, comme c'est un peu le tiers-monde, on y fourgue tout ce qui est considéré comme polluant et problématique, à un territoire qui deviendrait l'endroit où tout le monde veut aller pour avoir la possibilité de travailler avec ses habitants tellement mobilisés sur ces questions, tellement vifs et tellement pas comme les autres, qui permettent d'inventer une ville vraiment intelligente et pas une ville automatique, comme on nous la prépare en ce moment même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous disons, portant un programme comme cela, développons une économie contributive qui repose sur le revenu contributif, tel que j'ai défini tout à l'heure, et qui repose sur ce revenu contributif, d'abord à titre expérimental et avec des petits nombres, où quelques dizaines ou centaines de jeunes gens sont financés par un revenu contributif dont on ne sait pas encore de quel niveau il est, à quel âge il commence, dans quelles conditions il est distribué. Pour le moment, on dit qu'il sera distribué d'abord par un tirage au sort, tout simplement, et qu'on accompagnera ceux qui en bénéficient pour les aider à pouvoir le maintenir sous condition, selon des critères qui restent à définir avec l'éducation nationale, les parents, les associations, la ville, les élus, le monde économique, les syndicats. Nous discutons avec toutes sortes de syndicats, du MEDEF à la CGT, en passant par la CFDT, l'UNSA, etc., de ces questions, et nous leur disons c'est un endroit pour se produire de l'intelligence collective de l'avenir, voilà, pour essayer de vraiment penser une économie de demain
qui soit désirable et solvable. Pourquoi solvable? Ben oui, parce que si effectivement l'automatisation se produit comme on le dit, elle crée une économie qui est déjà très largement insolvable aujourd'hui, mais qui devient absolument insolvable. C'est-à-dire qu'il ne peut plus dissimuler en quoi que ce soit son insolvabilité, même avec subprime, c'est tout ce qu'on veut. Elle est déjà pratiquement à la limite des possibilités. Mais là, avec cet effondrement des ressources, je veux dire, de la redistribution de pouvoir d'achat, ben c'est en plus une crise de surproduction. Donc c'est l'effondrement économique absolument garanti. En fait, ça tout le monde le sait. Moi j'ai dit ça plusieurs fois devant des cadres sup, du top management de grandes entreprises, et chaque fois les gens étaient finalement très enthousiastes par ce discours, et à chaque fois ils me disaient, ben, en fait on est tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais nous on ne peut pas le dire, on peut pas dire ça. Mais on est vachement content qu'il y ait des gens qui le disent. Et donc, je pense que nous sommes dans une période de maturité, c'est pas pour rien que le revenu d'existence est en train d'arriver en ce moment dans le débat public, et qu'on peut vraiment créer une dynamique nouvelle, parce que la robotisation est inéluctable. Elle va extrêmement vite. Hein. Foxconn, il y a un an, était à moins de 20 000 emplois automatisés, je parle à Shenzhen, ils en sont à 200 000 aujourd'hui, et le gouvernement chinois a investi dans 100 millions de robots. Donc c'est véritablement déclenché le processus. Donc l'idée, c'est de progressivement mettre en place un revenu contributif et de faire en sorte que cette mise en place d'un revenu contributif soit aussi la mise en place d'une économie contributive. C'est-à-dire une économie qui valorise la négantropie. Par toutes sortes de voies. Je vais vous donner quelques exemples. Valoriser, par exemple, la cobotisation, qui serait capable de faire travailler des ouvriers intermittents, comme il y a des intermittents du spectacle, pour travailler avec des cobots. Qu'est-ce que c'est que la cobotisation? C'est comment on travaille avec des robots qui apprennent d'être humains. Voilà. Ça va devenir un métier. C'est ce qu'un grand industriel de la métallurgie m'a dit. C'est un métier pour demain fondamental. Mais il y a toutes sortes d'autres métiers intermittents de ce type qui vont se produire, et pas simplement dans l'industrie ou dans le commerce, mais aussi dans le monde associatif, dans toutes sortes de domaines, et dans la culture, bien entendu. C'est déjà le cas. Dans l'éducation, dans toutes sortes de domaines. La question, c'est de créer de nouveaux circuits de valorisation. L'économie, c'est de la valeur. Là, nous aurons bientôt une discussion avec Moshe Poston, non pas ici, mais en Chine, sur son interprétation des Grundrisse, qui est, à mon avis, l'interprétation la plus stimulante que je connaisse, mais nous avons un point de désaccord avec lui. Il dit que c'est la disparition de la valeur. Marx n'a pas dit que c'était la disparition de la valeur, il a dit que c'est la disparition de la valeur d'usage et de la valeur d'échange. Il n'y a pas d'économie sans valeur. Même une économie communiste au sens où l'entendait Marx, c'est une économie qui produit de la valeur, bien entendu. Donc la question, c'est produire des nouveaux circuits de définition, d'établissement, de certification et de circulation de la valeur. Et de quel type de valeur? Eh bien, nous disons que c'est une valeur négantropique. Ce qui pose énormément de problèmes, de métrologie, d'économétrie, de qualification, de création de catégories, une nouvelle catégorie du plan comptable national, etc., etc. Et ça, nous pensons que seuls peuvent le faire les savoirs. La négantropie, c'est ce qui produit par du savoir. Le savoir, ça peut être le football, la géométrie, le cinéma, la philosophie, la cuisine, toutes sortes de choses. Ce sont des savoirs. Est-ce que le McDonald's est de la cuisine? Voilà une question intéressante à poser. C'est pour ça que nous disons que l'économie de la contribution, c'est ce qui vise à remplacer le pouvoir d'achat par le savoir d'achat. Et à apprendre à apprécier à nouveau ce qui est négantropique, c'est-à-dire bon pour la santé en général. Et ça, c'est ce qui nous conduit à la troisième proposition de ce programme, c'est de dire qu'il faut créer une chaire de recherche contributive, c'est-à-dire qu'il faut créer un territoire qui met en place de nouvelles pratiques technologiques sur une modalité que je vais préciser dans un instant. Deuxièmement, qui développe une économie contributive basée sur un revenu contributif. Et troisièmement, qui crée les conditions pour que les savoirs, les maths, le droit, la physique, l'économie, tout ça, accompagnent ce processus de transformation et transforment cette expérimentation en savoir transmissible elle-même. C'est pour ça que nous avons créé, là, depuis le mois de novembre, une chaire de recherche contributive à la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord, qui démarre avec des conditions pas très faciles. 180 000 €, c'est pas beaucoup d'argent pour faire une chose comme ça, mais c'est déjà quelque chose. Et nous espérons renouveler ça l'année prochaine en élargissant progressivement par des appels d'offres tous les ans jusqu'à une cinquantaine de chercheurs, doctorants, post-doctorants ou master 2 qui vont accompagner cette population
Quand je dis la population, c'est les habitants, mais c'est aussi les entreprises sur place, les associations, les artistes, les administrations, les services publics, les élus, etc., enfin tout le monde. Pourquoi faire? Les écoles, les universités. Pourquoi faire? Eh bien, pour progressivement reconfigurer tous les processus de certification. Et j'emploie un mot très très important, la certification. Donc vous savez certainement que c'est le grand débat autour de la blockchain, la certification, nouvelle technologie de certification, rendue possible par la blockchain, etc. Ce qui fait une société, c'est la certification. Un chaman, c'est un certificateur, avant toute chose. Le Cabernet Veritas, c'est une autre idée de la certification qui n'est pas chamanique, quoique parfois ça peut paraître un peu procéder de la magie. Enfin, disons pas de la magie, mais exactement des magiciens. Enfin, voilà, je ne vais pas continuer là-dessus. Mais la certification est toujours la question d'une société humaine, quelle qu'elle soit. Ça peut passer par le dreaming, ça peut passer par la monarchie, l'église, tout ce que vous voulez, mais il y a toujours la certification. Parce que c'est ce qui crée la solidarité organique de la société, la certification. Dans une société rationnelle, d'abord au sens des Grecs, puis au sens de Condorcet, tout ça, c'est-à-dire au sens de la révolution des Lumières, et puis ensuite de ce qui a été mis en œuvre, plus ou moins par la République industrielle de la fin du XIXe siècle, cette certification, elle est basée sur le savoir rationnel. Nous pensons qu'il faut continuer à aller dans cette optique, mais qu'il faut redéfinir la rationalité, qu'il faut aussi redéfinir le savoir en général, et que ce n'est pas que les savoirs rationnels. Par exemple, les savoirs de la cuisine, on ne veut pas dire que ce sont des savoirs rationnels, ce sont des savoirs empiriques. Ça veut dire qu'ils sont irrationnels, ça veut dire que leur critère de jugement n'est pas la raison. Il y a d'autres critères. Au foot, c'est pareil. Et par contre, ce que nous pensons, c'est qu'il faut requalifier la capacité générale, individuelle et collective du territoire. C'est pour ça que nous disons que c'est une opération de recapacitation. Déprolétarisation égale recapacitation. Ce qui n'est pas l'empowerment, parce qu'on nous casse les oreilles en permanence avec l'empowerment. L'empowerment, c'est pas du tout de la capacitation, c'est l'augmentation de l'autonomie au sens de Gary Becker. Donc c'est pas du tout de ça dont nous parlons. C'est bien du savoir inspiré par les discours d'Amartya Sen. Et le dernier point de ce programme, et nous avons deux partenaires industriels pour ça qui sont Orange et Dassault Systèmes, c'est de développer un nouveau type de réseau territorialisé qui s'appelle, nous appelons ça le web philanthropique ou le web herméneutique parfois. Nous pensons, et ça c'est une chose que j'adresse particulièrement à Nick, nous pensons qu'il ne faut pas intérioriser l'état de fait des plateformes capitalistes actuelles et je sais pas, des technologies, de ce qu'on appelle les langages comme HTML, etc., tels qu'ils ont évolué sous la pression des Big Four et de la Silicon Valley. Ces architectures de données, elles ont été produites dans le sens d'intérêt bien précis, c'est de rendre absolument tout calculable. Nous disons, il y a justement de l'incalculable, et c'est ça qu'il faut valoriser. Calculable, c'est trivial. Alors ça, nous l'appuyons sur une théorie qui, pour ma part, passe par une réinterprétation complète de la critique de la raison pure de Kant, qui consiste à dire que l'entendement, c'est du calculable et c'est externalisable dans les machines, mais la raison, elle est absolument inexternalisable, elle ne relève pas du calculable et de la bifurcation. Et c'est ma lecture de Kant avec Whitehead qui me fait dire ça. Alors, nous pensons qu'il est possible de produire une nouvelle rationalité, cette rationalité de l'implémenter sur des plateformes, de créer les conditions pour la valoriser, que ça va demander beaucoup de temps. Donc il y a plein de questions, celles que posait par exemple Yann, sur qui qualifie, etc., on ne sait pas répondre. Par contre, on sait qu'elles se posent et on va essayer de se donner les moyens de faire, non pas que nous y répondions, mais que le territoire y réponde. Et nous attendons du territoire qu'il y réponde en étant capable de comparer avec d'autres réponses d'autres territoires. Par exemple, le territoire zéro chômage. Par exemple, des territoires en Amérique latine. Ou par exemple, des territoires en Chine qui vont peut-être se créer, puisque les Chinois se posent des questions semblables. Ou encore, un territoire qui pourrait se développer au nord de l'Angleterre, à côté de Durham. Et je remercie en passant Gerald Moore qui est en train de traduire pour Nick ce que je suis en train de dire, et qui lui-même est à Durham et porte un projet là-bas. Nous avons aussi des projets en Belgique, etc. Je vais m'arrêter parce qu'il faut laisser le temps à Nick de s'exprimer largement. Je voudrais juste terminer en disant précisément, puisque j'étais en train de parler de la Chine, que ces sujets, nous sommes en train de les travailler maintenant, nous avons 2 séminaires en route à pleine commune. Nous sommes en train d'y travailler assez méthodiquement et on rendra public
autant que possible ces travaux-là au fil de l'eau. J'ai oublié de dire un truc très 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 important, c'est que les chercheurs qui travaillent là ont une obligation de travailler avec la population. C'est dans leur contrat de travail. Et que nous pensons qu'une thèse aujourd'hui doit être une thèse contributive. Anne Quérien est ici, elle connaît bien la recherche-action, parce que le CERFIL l'avait mise en place avec Guattari de manière systématique. Et bien, nous nous inspirons beaucoup de ces travaux-là, nous inspirons aussi de Tosquelles et de ces logiques-là, mais nous y ajoutons la contributivité au sens de l'économie contributive, mais aussi des technologies contributives. Nous pensons que voilà, ces médias apportent des possibilités tout à fait nouvelles. Donc il y a des choses qui se développent en ce moment sur le territoire par une commune, mais il y en a d'autres qui vont se développer à Brown University, j'arrive plus à retrouver le nom de l'État, Rhode Island, au nord des États-Unis, où nous aurons un séminaire où il y aura mathématiques, etc., pour requalifier la question de la négantropie, du rapport entre information et négantropie. C'est fondamental par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les fondements économiques de la chose. Et nous aurons aussi une rencontre autour des Grundrisse à Nanjing, en Chine, au mois de juin, pour essayer de réinterpréter les Grundrisse à l'époque de l'automatisation et dans l'optique d'une économie contributive avec l'université de Nankin. Voilà, merci pour votre attention. Et je vais donner la parole à Nick maintenant. Nick posait la question de comment financer. C'est évidemment une question absolument fondamentale. Et je pense que nous ne pouvons pas répondre à cette question. C'est la société qui peut répondre à une question comme celle-là. Ce n'est pas nous, c'est pas une question théorique, c'est pas une question de calcul économique ou je ne sais quoi. Ça passe par là, bien sûr. Mais après, ça passe par des rapports de force qui vont, quand je dis des rapports de force, c'est pas forcément dans l'optique classique de ce qu'on appelle la lutte des classes. Et c'est un rapport de réévaluation et de transvaluation de toutes les valeurs. Je veux dire par là que tout à coup, je fais apparaître Nietzsche comme ça à l'horizon, mais je pense que la grande question qui se pose au XXIe siècle, c'est la question de la valeur. Nick et Alex Williams déplorent l'effondrement de la gauche, qui est d'abord un effondrement théorique de la gauche, une incapacité de la gauche à penser son temps, finalement, et son obsession à adopter des postures de gauche qui sont en fait totalement décorrélées des dynamiques sociales du capitalisme, de la technologie, de la biosphère, etc., dynamiques positives ou négatives. Ce que la gauche doit produire, c'est une nouvelle rationalité économique. Nous avons un boulevard en plus devant nous, parce que nous sommes dans l'irrationalité économique la plus incroyable qu'on ait jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Et en plus avec une thématisation, y compris par la Chine, notamment face à Trump, qui prend une position tout à coup, dont on suppose qu'il va confirmer sa position, à savoir la dénégation du changement climatique et de toutes sortes de problèmes de ce type-là. Donc, il y a une incroyable, HSBC dirait, opportunité pour la gauche de développer un propos, mais à une condition, c'est que ce ne soit pas du slogan électoral et que ce ne soit pas du slogan tout court, d'ailleurs, que ce soit du boulot, du travail. Donc, la réponse à la question de Nick, pour moi, comment financer, c'est travaillons à répondre à la question. Et pas avec des stéréotypes ou des machins, il faut taxer le capital, bien entendu, il faut taxer le capital, ça c'est une évidence, mais le problème c'est pas de dire qu'il faut taxer le capital, c'est de dire avec quel concept de la valeur, en vue de quelle finalité, etc. Et c'est à partir de là qu'on peut répondre à la question du pouvoir. Comment reprendre du pouvoir? En produisant de la pensée, tout simplement. Le pouvoir passe par là, pas seulement par là, mais d'abord par là, ensuite par les rapports sociaux, etc. etc. Nous disons à Ars Industrialis que ça passe par l'affirmation, j'avais écrit un texte pour multitude de ce sujet, de ce que nous appelons le néganthropocène. Dans le fait que l'anthropocène, c'est pas vivable, et qu'il faut en sortir. Alors évidemment, on peut discuter beaucoup, est-ce que cette expression néganthropocène est acceptable, politiquement juste, ou je sais pas quoi, c'est une autre question. Mais en tout cas, nous pensons qu'il faut absolument nommer l'urgence pour casser les processus de dénégation, puisque nous sommes aujourd'hui dans un système de la dénégation généralisée, depuis François Hollande jusqu'à Trump, en passant par à peu près tout le monde. Alors,
derrière cela, il y a une question vraiment fondamentale, c'est ça que je voulais dire à Annick, en fait je l'avais déjà dit cet été, parce qu'on s'est vu un petit peu l'été dernier, il est fondamental de bien distinguer l'emploi du travail. C'est vraiment fondamental, c'est pas la même chose. Il est tout à fait important de noter ce que disait Yann, c'est-à-dire qu'au départ, l'emploi, c'est la codification en matière de marché, c'est-à-dire d'une valeur d'usage et d'échange, d'une fonction de production qui est ce qu'on appelle la production salariée. Mais il s'est passé beaucoup de temps. Aujourd'hui, pratiquement tous les emplois sont en voie de prolétarisation, y compris les emplois de médecins, les emplois de juristes, par exemple, qui travaillent à dépouiller de la documentation, etc. Parce que les algorithmes les prolétarisent de plus en plus. Et il est très important ici, alors là je reviens vers les problématiques du manifeste accélérationniste, il est très important de vraiment avoir une conscience extrêmement précise de ce que peuvent aujourd'hui et ce que pourront demain les processus de formalisation par le numérique de l'activité, qui sont en train de changer absolument tout, y compris l'activité domestique. Voilà. Ça, c'est essentiel. Nous avons la possibilité là de, quand je dis nous, là, je dirais la gauche, mais je ne dirais pas la gauche simplement, parce que je me méfie de cette catégorie gauche-droite, je ne suis pas du tout parmi ceux qui disent que c'est dépassé, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais par contre, je pense que c'est une vieille catégorie qui date de la Révolution française, et il y a des questions qui datent d'avant la Révolution française, dans ce dont on parle là. Enfin, je veux dire que ne nous gargarisons pas trop non plus de cette terminologie-là, qui ne sont pas tout en... Moi, je défends évidemment la position de gauche qui est la mienne, par ailleurs. Mais je pense que nous devons impérativement redéfinir la question du travail. Et pas... Enfin, nous avons besoin d'une nouvelle théorie du travail. D'abord, nous avons besoin de reprendre un peu au sérieux ce que Dominique Méda, d'ailleurs, dit elle-même dans un de ses derniers livres, avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, Patricia, je ne sais plus comment, je suis désolé d'avoir oublié son nom, et en même temps, elle le dit, et en même temps, elle ne le fait pas. C'est-à-dire qu'elle dit, ah, c'est quand même très paradoxal que les marxistes aient complètement oublié ce que disait Marx par rapport à l'emploi, au salariat, etc. Bon, et puis finalement, elle ne le fait pas du tout. Enfin, en tout cas, aux dernières nouvelles, le dernier discours que j'ai entendu de Dominique Méda, c'était de défendre l'extension de l'emploi, la défense de l'emploi, etc. Le discours des syndicats, tout à fait classique. Ce que je trouve vraiment très bizarre. En tout cas, il faut relire Marx et les discours de Marx sur le travail. Ils sont très complexes. Le travail abstrait, le travail vivant, c'est très différencié le travail. Et le salariat n'est pas le travail. Le salariat, c'est la transformation du travail en emploi, justement. Alors, c'est un terme qui n'est pas marxien, mais qui deviendra le terme, la traduction, je dirais, de ce processus au XXe siècle à travers les indicateurs de croissance. Et il faut évidemment relire Gors et Necht très précisément. Sachant que André Gors, par exemple, entre 1974, je crois, c'est quand il commence vraiment à remettre en question le concept de prolétariat qu'a défendu la gauche classique, communiste ou paracommuniste ou je sais pas quoi, et 2000 et quelques jusqu'à sa mort, il évolue énormément. Enfin, il y a des processus de transformation importants. C'est lui qui m'a fait découvrir beaucoup de travaux de multitude d'ailleurs, parce qu'il était, bon, tu as travaillé avec lui, et il a suivi très près ce que vous faisiez, donc, notamment sur le capitalisme cognitif, etc. Mais je pense que tout ça mérite d'être relu très précisément, et qu'aujourd'hui, nous devons arriver à produire des nouvelles propositions pour qualifier ce qu'est le travail, en y intégrant évidemment ce que tu appelais tout à l'heure l'activité, le soin, etc. etc. Bon, c'est ça notre projet. Pour le programme de pleine commune, un des aspects de ce projet-là. Et ça, je crois, moi, que nous devons affirmer la nécessité de construire une nouvelle économie, et que cette nouvelle économie, bon, je pense qu'elle devra être négociée dans un processus de transition, ça passe par la question du pouvoir dont parlait Nick, avec aussi une partie du capitalisme qui est capable de devenir un allié objectif de ce genre de logique. Je pense que ça, c'est aussi une question qu'il faut absolument adresser. Ou de personnes, cette question de la circulation et de la valeur, c'est celle de la spéculation, tout simplement. Et ce que tu dis, c'est que c'est pas seulement de la spéculation. Et je suis d'accord avec ça. J'ai essayé beaucoup, moi, de commenter, depuis déjà pas mal d'années, peut-être 15 ans, au moins, la fonction qu'a prise le marketing stratégique dans les entreprises, qui est en fait aujourd'hui la fonction de direction. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 20 ans, en France en tout cas.
Et il est évident que, par exemple, Apple, la valeur d'un iPhone, Apple fabriqué à Shenzhen, c'est d'abord la politique de marketing stratégique qui procède fondamentalement d'une politique spéculative, mais qui ne se réduit pas à la spéculation financière, etc. On en est d'accord. Mais je pense qu'il y a là un travail à faire qui est long et qui n'est pas fait. Qui n'est pas du tout fait. Et ça fait partie, voilà, de la... Comment dire... chez Marx lui-même, il n'y a pas les éléments pour penser tout ça. Et donc, il y a une espèce de pataquès théorique que personne n'arrive vraiment à affronter, y compris alors, les questions sur la banque, etc., les fonctions financières en tant que telles, etc. Et je crois qu'il faut c'est un chantier à traiter. Il n'est pas résolu du tout. Voilà. Et à partir de... Alors, je ne dis pas ça pour dire que Kevin a raison, que tu as tort, ou que tu as raison, qu'il a tort. Je veux dire que l'échange qui est là, pour moi, est indicatif d'une question qui passe aussi par la pollinisation, etc. Voilà, comment nous requalifions, parce que la pollinisation, telle qu'on l'utilise, que toi tu l'utilises, on a d'ailleurs fait un truc ensemble en Angleterre il y a quelques années à Goldsmith sur l'économie pollen, la pollinisation telle que nous la décrivons, moi je soutiens qu'un des premiers penseurs de la pollinisation, c'est Socrate, le Socrate non platonicien. Et que c'est ça la pensée de la dianoïa. Voilà. C'est ça qui... Voilà. C'est comme ça que Socrate pose, je soutiens ça. C'est pas du tout le point de vue de Platon, bien évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que le concept de pollinisation quand on a affaire précisément pas à des abeilles, mais à des humains. N'oublions pas que c'est une allégorie. Et donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait une théorie de la organologique et non pas organique de la pollinisation? C'est un vaste sujet, et ça, c'est un des objets qu'il faudra qu'on... Moi, j'espère qu'on reprendra des activités ensemble de ce type-là, parce que je crois que c'est stimulant, c'est bien qu'on s'affronte un peu aussi, et parce que, voilà, ce sont des sujets que tu as ouverts, qu'il faut continuer à analyser, mais le travail est devant nous, il n'est pas fait, quoi, je crois. La finance aussi. Et la finance, bien sûr. Les problématiques, par exemple, de ce que vous avez indiqué en particulier, regroupement d'employeurs, vous avez d'ailleurs dit mal nommé, moi je dirais pas mal nommé, parce que je pense que, je redis un truc, pour nous, dans le revenu contributif, il y a des moments d'emploi. Et l'emploi, c'est bien une codification du travail. Et à un moment donné, c'est contractualisé, donc ça va être un emploi, avec d'ailleurs une subordination, etc. Et ça ne me gêne pas en soi. Ce qui me gêne en soi, c'est quand ça devient la référence. Alors là, c'est une catastrophe. Mais qu'il y ait des moments de ce type, c'est indispensable, parce que... enfin, c'est indispensable. Peut-être qu'un jour, ça ne sera plus indispensable. Mais en tout cas, pour le moment, ça l'est. Et ça me restera, à mon avis, quand même pas mal de temps. Évidemment, tout ce qui concerne les modèles d'évaluation, les cycles de vie, etc., ce sont des choses sur lesquelles nous devons travailler. Tout à l'heure, Kevin parlait d'économétrie, mais nous avons à travailler à énormément de choses de ce type-là. Pour vous dire, d'ailleurs, l'équipe, elle est composée de qui je ne sais pas comment dire, savoir, enfin discipline, en tout cas affiliation, disons, académique. Il y a deux philosophes, mais dont un des philosophes travaille sur la coopération, il est là, et donc dans une inclination philosophique de l'économie politique. Enfin, l'économie politique paraît has-been, mais disons, vous voyez ce que je veux dire. Un autre philosophe qui est un philosophe qui travaille sur le concept de contribution, en se mobilisant à la fois... Peut-être qu'ils s'exprimeront eux-mêmes sur ces sujets, mais je le dis pour que vous ayez une petite vision de l'équipe aujourd'hui, c'est important. En mobilisant à la fois la philosophie française, Derrida, des gens comme ça, et Dewey, donc l'utilitarisme américain. Il y a d'autre part une affiliation en sciences de l'éducation qui travaille plus sur les conditions de la capacitation et les problèmes d'incapacitation. Et après, derrière cela, toute une réflexion sur les instruments de transmission de savoir, pas simplement dans le champ académique ou scolaire, mais au sens très très large. Et il y a donc une activité dans le champ de l'économie, au sens strict, c'est-à-dire vraiment l'économie enfin, comme discipline en tant que telle. Il y a un projet qui est à la fois sciences politiques et art, autour des open data, et puis il y a un travail dans le champ de la psychanalyse, du désir et, disons, de la pulsion
l'économie pulsionnelle dans le champ capitaliste contemporain, disons, pour aller très très vite. J'espère que je ne vous ai pas trop trahi, vous direz vous-même peut-être tout à l'heure ce que vous ambitionnez de faire et comment ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, si je le dis, c'est parce que à travers ces différents projets, et il y en a d'autres qui n'ont pas été sélectionnés parce que nous n'avions que 5 places disponibles avec... on avait 35 candidatures vraiment intéressantes. Il y avait beaucoup d'autres projets. Et certains ont décidé de continuer. D'ailleurs, un autre qui n'avait pas vu l'appel d'offres à temps et qui est un juriste veut suivre la chose, y compris son financement. Et ça, c'est très très important parce que nous étions ennuyés d'avoir 2 manques, juristes et, disons, mathématiciens ou physiciens de l'entropie et de la négantropie, qui est absolument fondamental dans le dispositif là. Mais je pense que ça va petit à petit se corriger. Voilà. Y compris par des collaborations aussi avec des laboratoires existants qui commencent à s'intéresser à ce qu'on fait, etc. Et qui disent, nous, on pourrait peut-être... Voilà. Maintenant, sur ce que disait Anne Quérien, et d'abord la référence à ce que dit Citon à propos de l'attention. Bon, moi-même, j'ai défini l'économie contributive comme une économie de l'attention. Et j'ai écrit il y a très longtemps sur l'économie de l'attention, depuis fort longtemps, et avec un point de départ qui n'est pas exactement celui d'Yves. Yves parle un petit peu de Kate Hell, ce type de problématique que nous avons invité ici d'ailleurs 2 fois, elle était là il y a une semaine ou 2, et que je connais bien. Mais je suis parti de Foucault, moi. De Foucault et des techniques de soi et de ce type de pratique, de problématiques, pour essayer de montrer, en reprenant d'ailleurs ce que Foucault prend chez Pirado, en réalité, à savoir que la question de la philosophie, c'est d'abord le soin. Et comment on prend soin de soi, c'est-à-dire comment on détermine, on intensifie sa singularité à travers quelque chose qui n'est pas une opposition entre la technique d'un côté et la singularité de l'autre, mais au contraire une pratique de la technique qui produit, là je suis Deleuzeien, quasi causalement de la singularité. Pour nous, c'est totalement une économie de l'attention qu'il s'agit de construire. Après, tu parlais, Anne, du revenu d'existence comme d'un revenu d'attention. Enfin, tu citais Yves, disant on pourrait appeler ça un revenu d'attention. Je suis tout à fait d'accord. Après, il y a des dispositifs de construction d'une économie d'attention différenciés. Et là, je le redis à Kevin, parce que pour moi, il n'y a pas du tout d'opposition entre le revenu contributif et le revenu d'existence. Il n'y a pas de compétition entre les deux. Ce sont 2 fonctions indispensables. La question, c'est justement, il n'y en a pas une qui tue l'autre. Ça, c'est vachement important. Parce qu'il peut y avoir cannibalisation d'une mesure par l'autre. Vas-y, je t'en disons, et là, c'est dans le cas aussi bien d'Arsenal depuis un bon moment que du programme de pleine commune lui-même, que l'économie de l'attention, c'est lié à des technologies de l'attention. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Get Health, tout ça, c'est important. Mais il y a un autre truc qui est vachement important, c'est la question. L'attention, c'est un agencement entre ce que Husserl appelait des rétentions et des protensions. C'est un vecteur temporel qui traverse un mode de vie et qui va faire qu'il est plus ou moins attentionnel et attentionné en fonction de sa capacité à intensifier ses rétentions et ses protensions. Par exemple, l'économie de l'attention des plateformes consiste à canaliser, à capter toutes nos rétentions, à les transformer en rétentions, ce que nous appelons des rétentions tertiaires, c'est-à-dire en choses qui sont passées dans le capital fixe, comme disait Marx, et qui soient calculables beaucoup plus vite que nous sommes capables de faire des calculs dessus, pour finalement nous imposer des protentions qui ne sont pas les nôtres, et pour dénaturer nos propres rétentions. Donc ça, je veux dire que si on veut parler d'économie de l'attention, il faut rentrer dans la matérialité de l'attention. C'est matérialiste le point de vue qu'on doit développer, c'est pas du tout un point de vue vitaliste ou je sais pas quoi, ou même libidinal en un sens mal compris de Freud. Voilà. Et c'est pour ça précisément que le 4e point du projet de pleine commune, c'est de travailler sur des plateformes d'attention. Une chose très très concrète et très précise dont je ne vais pas parler maintenant, mais il y a quelqu'un qui est dans la salle qui travaille dessus avec nous, qui est un des chercheurs, qui peut-être voudra en parler, mais là je ne le ferai pas moi parce que ça deviendrait trop long. En revanche, je voulais revenir sur ce que disait Anne et puis aussi un petit peu sur ce qu'a dit Franck André tout à l'heure. Quand tu dis, Anne, voilà, est-ce que ça signifie qu'on va proposer à des gens de proposer eux-mêmes des activités contributives? C'est pas comme ça, pour le moment, on voit les choses. Et là, je le dis,
je dis ce que je vois en discussion avec aussi Patrick Brossek et quelques personnalités, mais sachant que tout ça, ce sont des décisions politiques, et nous voulons que ce soit des décisions politiques, c'est-à-dire débattues par le Conseil communautaire. Ce n'est pas nous qui allons dire voilà ce qu'il faut faire. Nous allons faire des propositions, nous allons demander aux élus de participer, aux élus et à leurs collaborateurs de participer à des séminaires. Nous faisons des séminaires avec l'équipe de recherche, mais nous avons aussi des rencontres régulières avec la direction de l'emploi, avec des fonctionnaires territoriaux, etc. C'est ça que j'appelle recherche contributive. Et donc, nous discutons de choses théoriques et aussi extrêmement pratiques, y compris légalement possibles, parce qu'il faut faire attention à rester dans le cadre légal. Bon. Aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, nous considérons que, d'abord, nous avons réussi à intéresser les grands syndicats. La CGT, la CFDT, jamais Force ouvrière jusqu'à maintenant, mais ça viendra certainement. L'UNSA, puis d'autres, Solidaire, enfin bon. Et le MEDEF aussi. Et évidemment, ce n'est pas Gattaz qui nous intéresse. Le MEDEF, c'est compliqué, hein, comme tout. Hein. Il y a des parties du MEDEF qui sont vachement anti-Gattaz. Bon. Mais voilà, nous avons des discussions avec tous ces partenaires-là. Et notre préoccupation, notre prudence, je dirais même, c'est de dire, ne commençons pas à aller réfléchir sur est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple, ces gens-là qui ont 40, 50 ans dans un régime contributif. Ça serait vachement intéressant, mais je pense que politiquement, c'est l'échec garanti. Parce qu'immédiatement, ça serait la guerre des conflits d'intérêts, des conflits de corporations, des conflits d'élections syndicales, de trucs et de machin, et là on est cuit. Nous pensons qu'il faut partir, en disant aussi pourquoi, parce qu'on veut suivre une génération. C'est-à-dire une génération qui rentrerait dans le droit au revenu contributif à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, peut-être même avant, et que nous accompagnerions, y compris parce que nous construirions avec eux, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de cette équipe de recherche, nous construirions avec eux progressivement un environnement capacitant. Moi, j'ai été directeur de l'INA, et dans mes attributions, j'avais la direction de l'INA Formation, qui forme la moitié des intermittents du spectacle en France. Donc, Claude Guizard est ici, on a bossé ensemble. C'est extrêmement... Le système des intermittents en France, comme en Belgique d'ailleurs, ne fonctionne plus parce qu'il y a des institutions de capacitation. Sinon, ça ne marcherait pas. C'est aussi pour ça que nous disons qu'il faut travailler avec des jeunes gens, parce qu'il faut les inscrire dans une nouvelle logique. Une nouvelle logique qui est de dire, voilà, bon, Sarkozy vous dit, Macron vous dit, voilà, je veux gagner des milliards ou je ne sais pas quoi. C'est pas du tout intéressant. Et précisément, travailler avec des gamins et les prendre très tôt, c'est les instrumenter, pas les instrumentaliser, mais leur donner des instruments pour qu'ils disent bah, effectivement, c'est pas du tout intéressant. On n'en a rien à foutre, tout ça. Ça, c'est pour les ploucs. Et donc, notre truc, c'est de dire on va rien déterminer au départ. Enfin, on détermine toujours des choses, bien sûr, sinon on ne pourrait rien faire. Mais en tout cas, on va essayer de ne pas inscrire dès le départ un certain nombre de biais qui font que, à mon avis, dans ce cas-là, si par exemple on partait sur des gens qui ont 20 ans de boulot derrière eux, etc., on va au casse-pipe à tous les coups. C'est ça la chose que je veux dire. Et après, je voulais revenir sur ce qu'a dit Franck à propos du creative welfare et de la enfin, comment dire, la création de valeur, une nouvelle théorie de l'innovation, et tous ces aspects. Nous pensons qu'il est très important, et moi je serais assez partisan qu'on ouvre un jour une autre discussion avec multitude, et Marcel industrialistes comme ça, peut-être en élargissant à d'autres d'ailleurs. Nous pensons qu'il faut lire Jean-Jacques Rogan et le critiquer, au sens d'une critique ancienne, et non pas... voilà. Nous le pensons parce que c'est le seul, en tout cas pour ce qui me concerne que je connaisse, qui théorise les artefacts en économie, et qui dit les artefacts posent des problèmes d'économie. Enfin, c'est le seul après Marx. C'est avec ça que commence Marx, Marx et Engels. Donc voilà, je veux dire ça parce qu'en effet, je pense qu'il est extrêmement important d'être offensif dans cette démarche. C'est-à-dire de dire, on n'est pas là en train de protéger les malheureux et tout ça, on est en train d'inventer l'avenir. Voilà. Vous êtes des has-beens, vous êtes des mecs anthropiques. Nous sommes des non-anthropiques. Mais il faut s'appuyer, il y a des travaux qui ont été faits. Et Georges Rogan, c'était pas un petit format, hein. C'était un matheux. Voilà, il a théorisé ces choses-là de manière extrêmement rigoureuse.
parfois discutable à mon avis, mais voilà. Il s'appuie sur l'autre cas qui est pareil, est extrêmement rigoureux. Et en ce moment, il y a Antoine Missner qui fait maintenant un travail important sur Georges Escorial. Nous l'avons reçu la semaine dernière à Pleine Commune. Il est très ouvert en plus à la discussion, il est au CNRS en économie. Et je crois qu'il faut que nous introduisions cet élément-là, qui pour le moment enfermé un petit peu dans le discours de la décroissance, anti-accélérationniste, etc. Et je pense qu'on peut tirer Georges Escorial vers un point de vue plus proche du monde, du point de vue accélérationniste et de notre point de vue, disons, moderniste. Je ne voulais pas du tout dire que l'artisanat ne nous intéresse pas, bien au contraire. Ce que je voulais dire en revanche, c'est que, voilà, et je défends un point de vue qui est proche de celui des accélérationnistes, je crois aussi de Yann et de Multitude. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de revenir à des formes passées de la production, elle est de réévaluer et de revaloriser aussi, par exemple, des dispositifs, disons, typiques de l'artisanat, mais dans une approche où, dans cet artisanat, il y a précisément des technologies, des nouveaux instruments, etc., qui ne sont pas traditionnels. L'artisanat, ce n'est pas nécessairement les arts et traditions populaires. Voilà. D'accord ? Donc, quand on dit néganthropie et métier, et travail, c'est-à-dire métier, hein, qui dit travail dit métier dans tous les cas, c'est-à-dire mystère, dans tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, bien entendu. Par contre, ce que nous disons, c'est, voilà, arrêtons de nous gargariser, on va valoriser le patrimoine traditionnel, tout ça, c'est bidon, archi bidon. C'est comme le tiers secteur qui serait la solution, etc. C'est bidon. Et il faut passer maintenant aux choses sérieuses. Alors, quand je parlais arriération technologique, pour moi, cette arriération, c'est une avance, précisément. Hein. C'est ça que j'ai répondu à Patrick Granzec. C'est-à-dire que Patrick Granzec me dit, tu sais, on est un territoire les moins connectés, tout ça. Je dis, bah, tant mieux, parce que si vous étiez très connectés, on pourrait presque plus rien faire, déjà, c'est trop tard. Voilà. Parce que c'est une vraie question. Enfin, je fais toujours ça depuis 5 ou 6 ans. Facebook, surtout pas. Il ne faut pas être sur Facebook, etc. Donc, je ne sais pas si Multitude y est, mais en tout cas, moi, je pense que c'est pas bien. Voilà. Il ne faut pas être sur Facebook, c'est une catastrophe, Facebook. Je ne suis pas sûr que Twitter, etc., ne soit pas aussi un peu problématique. Mais en tout cas, Facebook, c'est catastrophique, pas problématique. Et j'ai dit ça tout en ayant bossé sur Twitter, etc., ici, avec Thierry. Hein. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Nous disons que ce territoire, en 10 ans, avec 10 ans, sachant aussi, c'est très important de le préciser, qu'il y a un dynamisme extraordinaire, qui est beaucoup lié à l'immigration, mais aussi à Patrick Granzec et à son équipe, mais aussi à Paris 8, à Paris 13. Il y a le campus Condorcet qui arrive, il y a un ensemble de facteurs quand même prometteurs, disons, qui, si on savait les agencer territorialement, ensemble, dans une vraie perspective, peut transformer ce territoire qui est considéré comme arriéré en un territoire qui déménage, quoi, qui devient un territoire référent. Et moi je dis, c'est une image évidemment, hein, j'ai dit à Patrick Granzec, vous allez être démarché si ce n'est pas fait par tous les grands aménageurs de Smart Cities, etc. On va vous demander 10, 50, 100 millions d'euros pour commencer à foutre des trucs partout. Et l'objectif, c'est que vous disiez, si vous voulez venir, ça coûte 100 millions d'euros. Et c'est nous qui allons prescrire la pratique de ces machins. Parce qu'on a des artisans, justement, qui savent ce que c'est, que les bots, les algorithmes, etc. Ça leur fout pas peur du tout. Et quand ils ne savent pas les réécrire, il faut quand même que je vous le dise, on a demandé aux chercheurs d'exposer en 15 minutes leur projet de thèse à des gens qui ne savent pas lire et écrire et qui ne parlent pas français. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de faire que la capacité des gens soit valorisée et que pour ça, nous fassions l'effort aussi de mettre dans les dispositions qui sont... Et de le théâtraliser. Et de le théâtraliser, puisque je travaille avec le Conservatoire d'art dramatique, avec les étudiants donc, du Conservatoire supérieur d'art dramatique, pour arriver effectivement avec les apprentis comédiens, apprentis metteurs en scène du Conservatoire, à accompagner tout ce travail. Et on voudrait que d'ici à 3 ans, puisque j'accompagne toute la promotion de cette année de Conservatoire, et à la fin de l'année de leur promotion, ils doivent faire une production,
bien que cette production soit faite avec pleine commune, les chercheurs de pleine commune, la population de pleine commune, et au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Ça ne faut pas le dire parce que je n'aurais pas encore demandé leur avis, donc ils pourraient s'énerver un petit peu. Mais on verra, si ce n'est pas au TGP, ça sera au Aubervilliers ou ailleurs, ou sous un chapiteau des Traits d'eau de France. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que l'on veut faire, c'est faire que les gens s'emparent de la technologie. Et la technologie, c'est pas neutre, comme disait tout à l'heure Franck. Nous ne pensons pas du tout qu'il y ait une neutralité de la technologie. Nous ne pensons pas du tout qu'il y ait une toxicité de la technologie, ni qu'il y ait une positivité de la technologie. Nous pensons qu'il y a des problèmes de pharmacologie et de thérapeutique. Un objet technique, c'est toujours un pharmacone. Je peux me servir de ça pour tuer Nick Cernic. C'est un pharmacone. Je peux détourner le machin et en faire une masse. Voilà. Et je peux aussi en faire, je sais pas, je suis artiste, je vais transformer ce truc en je sais pas quoi, voilà, et je finis au Centre Pompidou. Tout est possible avec un pharmacone. Voilà. Et c'est pour ça que nous lisons Derrida, en fait. C'est parce que c'est Derrida qui a introduit ce sujet. Je dis d'ailleurs en passant, parce que je sais bien qu'à multitude, il y a beaucoup de lecteurs de Deleuze, que c'est un sujet de Deleuze dans Différence et répétition. La question de différence et répétition, c'est le pharmacone. Mais il ne le qualifie pas comme ça, c'est bien de ça dont il s'agit. Comment faire d'une maladie une puissance d'agir et de s'individuer. Et c'est comme ça que nous raisonnons. Alors après, donc, je suis archi d'accord avec toi que sur le territoire pleine commune, il y a des gens qui pratiquent le quai, la musique, les cafés. Il y a aussi les francs-moisins. Je peux te dire que ce n'est pas la musique et les cafés quand même. Donc il faut savoir que c'est un territoire vraiment hard. Voilà. Et c'est ça qui nous intéresse. Nous, on n'a aucune envie de faire un truc contributif dans le 4e arrondissement. Ou dans le 14e arrondissement. Tant mieux que ça se fasse. Mais ça ne nous intéresse pas. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous pensons qu'il faut voilà, aller travailler là où... En fait, pourquoi est-ce que ce territoire s'est engagé dans ce programme? C'est parce qu'il n'a pas le choix, tout simplement. Il est obligé d'apporter... parce que si on laisse évoluer la situation dans les 10 ans qui viennent en plein Seine-Saint-Denis, ça va être une catastrophe innommable. Donc, il faut y avancer. Alors, après, la question la plus importante, pour moi, dans ce que tu disais, c'est la dernière, sur les processus de certification. Mais je redis qu'un chaman certifie. Et l'Association française des ciné-clubs, qui m'a appris à regarder un film, certifie aussi. C'est pas du calcul. Par contre, quand l'Association française des ciné-clubs vient t'expliquer comment on travaille, je dis ça parce que j'ai eu ça, j'ai raconté ça la semaine dernière, mais je le raconte. Moi, j'ai appris à connaître le cinéma à Sarcelles, dans les caves des HLM de Sarcelles, grâce à la Fédération française des ciné-clubs et au Parti communiste français. Et un jour, voilà, je ne savais même pas qui c'était, je devais avoir 14 ans, ou 13 ans même, j'ai vu un mec qui s'appelle Howard Vernon. Il était venu spécialement à Sarcelles pour expliquer, voilà comment on travaillait avec Fritz Lang. C'est de la certification. Je n'ai pas dit que la certification, c'est toujours une quantification ou un inspecteur de je ne sais pas quoi qui va donner un label. Non, mais il n'y a rien ne se fait sans certification. Par exemple, pour qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait des amateurs de musique. Aujourd'hui, il n'y a plus de musique parce qu'il n'y a pas d'amateurs de musique, il y a des consommateurs de musique. Et ça n'a aucun rapport. Les amateurs, ils sont capables de certifier. Ils peuvent se tromper. Ils ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux. Mais ils savent ce que c'est qu'une procédure de certification. Ça ne veut pas dire qu'elle est quantifiée, normalisée, etc. Il y a des normes au sens large. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut absolument, pour pouvoir dire ce qui échappe, bon, nous avons mis dans le manifeste d'Ars Nostris, en première version, nous citions Paul Claudel, ce qui avait d'ailleurs défrisé notre amie Catherine Perret, qui disait « Ah non, non, pas ce gâteau ». Donc, je dis Cato ou pas Cato, on le mettra quand même si ça ne plaît pas, et c'est Paul Claudel qui dit il faut qu'il y ait dans le poème un nombre tel qui l'empêche de compter. On a tout dit quand on a dit ça. Pour qu'il y ait de l'incalculable, il faut du calcul. Et ça, c'est ce qui m'oppose à Heidegger, parce que Heidegger rejette le calcul. C'est pour ça qu'il est antisémite et pro-nazi. Donc je pense qu'il faut absolument faire très attention avec cette question du calcul. Le calcul, on n'y échappe pas. Personne n'y échappe au calcul. Par contre, aujourd'hui, on est dans une hégémonie du calcul, j'appelle ça, moi, le capitalisme ultra-computationnel, où tout est réduit, toute valeur est réduite au calcul, et Nietzsche en a parlé, il a appelé ça le nihilisme. Donc, on est, voilà, confronté, mais il ne s'agit pas
de rejeter le calcul. Il s'agit de requalifier le calcul et de le remettre à sa place. Voilà. De réencastrer le marché, si on parle avec Karl Polanyi. Parce que qu'est-ce que c'est que le marché? C'est le calcul. Voilà. Et Herbert Simon, le théoricien de la rationalité des agents économiques, à la fois cognitiviste et économiste, voilà, dit qu'est-ce que c'est que la logique du marché? Tous les agents sont rationnels sur le marché, ce qui est archi faux. Et ça, c'est le résultat d'un désencastrement du marché que Polanyi a décrit en 1944. Et il faut réencastrer le marché, ce qui ne veut pas dire forcément castrer le marché, parce qu'il y a aussi une certaine dynamique dans le marché. Et le marché, c'est aussi le commerce dont parlait tout à l'heure Yann, et le commerce qui est l'échange, tout simplement, etc. Donc c'est une voie de système ouvert, ça crée, c'est une circulation. Voilà. Mais voilà, si par contre ça devient hégémonique, c'est anthropique. C'est pour ça qu'on se réfère à l'entropie, à l'énéganthropique, tout simplement, parce qu'il y a une théorie de ça. Elle est très précise, elle est quantifiable en plus, et elle permet une métrologie, une économétrie. Enfin, nous pensons en tout cas qu'on peut reconstruire une économétrie, mais après, tout ne doit pas être économétrisé, mis en fonction, en équation. C'est pas de ça dont on parle. Par contre, ça veut dire qu'il faut refaire les catégories. Et par exemple, dire à quoi sert une école dans une économie contributive? Est-ce que ça sert à former des producteurs bien disciplinés qui vont se soumettre à SAP, à des systèmes ultra-prolétarisants? C'est ça que fait l'école aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est ça que font les profs, mais c'est à ça que les ministres de l'Éducation nationale successifs cherchent à imposer à l'école. Et il faut que nous arrivions à outiller les syndicats d'enseignants pour dire « Mais non, vous êtes complètement à côté de la plaque, vous êtes des mecs du XXe siècle. Nous, on est au XXIe siècle. On se bat pour sauver la planète. Et on va former les mômes à ça. Et ça va les exciter. Ça va leur plaire un maximum. Voilà. Donc c'est ça qu'on dit. Mais il n'y a pas d'opposition entre le calcul et l'incalculable. Ça compose tout le temps. Voilà. Nous essayons de penser des processus de composition. Biodiversité. Oui. Donc au-delà de la biodiversité, il y a la biodiversité, qu'elle est absolument indispensable à la survie d'une époque, d'une terre où il n'y a pas que des organes naturels, mais aussi des organes artificiels qui créent de l'hubris. C'est ça la démesure dont parle Derrida. Maintenant, je pense que la question mesure, petite mesure, démesure, etc., c'est une immense question, et que la question des mathématiques, il faudrait la traiter à 3 niveaux au moins. Les fondements des mathématiques. Toute la phénoménologie est issue d'une question de ce qu'on appelle la crise des fondements des mathématiques. Husserl, 1890, et voilà, je vais m'attaquer à la crise des fondements. Et ça donne l'origine de l'arithmétique, qui est son premier livre. Et ensuite, ça donne beaucoup plus tard, qui est son dernier livre, l'origine de la géométrie, et c'est de ça dont Derrida va s'emparer pour faire toute sa relecture de la phénoménologie. Contre Heidegger et une certaine exclusion du calcul. Parce que je pèse mes mots, quand je dis que Heidegger était antisémite, c'était d'abord par son rejet du calcul. Et c'est comme ça que ça s'est construit. Les mathématiques aujourd'hui, nous travaillons avec un mathématicien. Il est venu 3 fois ici, et on va le recevoir à Brown. Et il est membre du conseil scientifique de la chaire d'un contributif de pleine commune, il s'appelle Giuseppe Longo, et c'est un théoricien, un épistémologue des maths et un mathématicien connu et reconnu. C'est un des seuls à travailler sur les objets dont je parle. Il faut faire attention, les mathématiques, c'est pas ce qu'on appelle les maths appliquées. Les maths appliquées, c'est pas du tout des maths. C'est exactement comme n'importe quel artisan ou n'importe qui se sert de son maître pour faire du bricolage, hein, chez Bricomarché, voilà, et qui utilise un maître, c'est pas un mathématicien. Les mecs qui font de la data machin, c'est pas des mathématiciens du tout, ce qu'on appelle data science. C'est aux mathématiques ce que le boulier. Exactement, ce sont des gens qui manipulent les instruments. Et il y a un texte très important de Husserl, justement, qui s'appelle La crise des sciences européennes, qui parle de ça. Donc, voilà, on y travaille depuis longtemps. J'ai écrit un livre entier qui s'appelle La société automatique, d'ailleurs, pour parler de ça. Et pour quoi faire? Pour dire que, bah, justement, c'est pas du tout ce que raconte Chris Anderson, c'est pas du tout une question de maths. C'est une question d'utilisation des rétentions tertiaires pour niquer les maths. C'est ce qu'il dit, hein. The end of theory. Les maths, c'est la théorie. Donc, voilà. Après, il y a un travail très important qui est celui d'Antoinette Rouvroy sur les
transformation des statistiques par les algorithmes. Et là, il faut lire les statisticiens, les historiens des stats, il faut lire Quetelet, il faut lire Gilles Châtelet, il faut lire tout ça, l'homme moyen, pour voir ce qui est en jeu aujourd'hui. Et là, Antoinette Rouvroy, voilà, dans une veine, disons, foucaldienne, a développé ce concept avec Thomas Berns de gouvernementalité algorithmique, et il va falloir y revenir. Ce que disait Yann, en s'appuyant sur les travaux de Ziad Zalila, qui était le théoricien et praticien des mathématiques floues de Compiègne, qui est un prof de Compiègne, voilà, c'est qu'il y a des modèles mathématiques qui ne sont pas forcément ceux que l'on enseigne habituellement. Et moi, je crois beaucoup à ça. Il disait aussi qu'il y a des modes de certification extrêmement variés. Par exemple, la vie des pairs, la certification par les pairs, c'est pas du tout un tableur Excel ou quoi que ce soit. Et ça s'agence, tous ces trucs-là. Il n'y a pas le choix entre un tel ou tel type de certification. Ce sont des agencements organologiques, avec des instruments. Et pour pouvoir comprendre ça, il faut commencer par penser les instruments. C'est pour ça que nous avons créé le Digital Studies Network, qui a donné, qui se traduit en France par la revue Études Digitales qui a été créée par Franck Cormeret, et où nous disons qu'il faut partir des instruments. Parce que les mathématiques, au sens où nous entendons, nous, le mot mathématique, c'est-à-dire nous en Europe, pour nous, il y a mathématiques quand il y a apodictique, c'est-à-dire quand il y a capacité démonstrative. Pour les Chinois, il n'y en a pas. Moi, j'enseigne à des Chinois qui pratiquent la géométrie chinoise, il n'y a pas de démonstration apodictique. Et ils n'ont pas du tout le même type de raisonnement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même écriture. Et ça, c'est Husserl qui l'a montré. Voilà. Donc il faut, c'est pour ça que nous travaillons sur l'attention tertiaire, donc il faut prendre la question organologique voilà, à la racine. Et là, c'est la raison pour laquelle nous disons, nous, c'est le 4e volet du programme de pleine commune, il faut travailler sur les architectures de données. Les architectures de données telles qu'elles sont imposées aujourd'hui par les plateformes, etc., produisant le profiling dont parlait Yann, par exemple, ce sont des états de fait, ce ne sont pas du tout des états de droit, ce sont des états de fait qui ont été définis par les intérêts du marché. On peut produire des architectures de données tout à fait différentes, et qui, elles, valorisent précisément, ce qui n'est pas simplement calculable. C'est tout à fait possible, et c'est à ça qu'on travaille. Donc, oui, il faut travailler avec des mathématiciens, etc. Par contre, il ne faut pas se tromper d'objet. Les maths, ce n'est pas les maths appliquées. Les maths appliquées, ce n'est pas des maths, en fait. C'est de la distorsion des maths. Ouais. Je pense qu'en effet, il faudrait venir à faire une plateforme théorique et pratique, mais je crois qu'on n'y est pas prêt du tout. Donc, n'entrons pas dans une logique électorale, on s'en fout de 2017. On s'en fout pas, évidemment, mais c'est pas la question. La question, c'est on crée, ça c'est la proposition des accélérationnistes, on crée un dispositif qui est nous mettre en position de progressivement reconstruire une hégémonie culturelle. C'est absolument fondamental. Et ça demande du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Par exemple, je suis extrêmement heureux, je dois vous dire, moi, de cette discussion entre multitudaires syndicalistes, parce que je la trouve vachement riche et extrêmement prometteuse, mais il y a plein de travail à faire. On commence à peine à attaquer un jardin où les herbes folles, les ronces et tout ça ont tout envahi, quoi. C'est plus entretenu depuis très longtemps. Donc, il va falloir de l'huile de coude. Et là, ça ne sera pas rémunéré par le revenu contributif. Je préfère vous prévenir tout de suite. Donc, peut-être par le revenu de base, on verra. Mais par contre, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ce que disait, il y a des premiers pas à faire. Voilà, ce que disait tout à l'heure Yann en disant faisons un communiqué ensemble, etc. C'est un premier pas. Moi, je ne crois pas à des machins déclaratifs, tout ça. Mais par contre, je pense à je crois au processus. C'est-à-dire que si on fait un petit communiqué intelligent, bien réfléchi, vraiment conscient de à qui on s'adresse, où on est, nos capacités, etc., alors on déclenche une réaction qui nous permet ensuite, dans un deuxième temps, voilà. Et ça s'appelle entrer dans un processus. Il y a le temps de l'urgence et le temps de la recherche. Hein. Oui. Mais après, bon, la recherche, la théorie, la pratique, tout ça s'articule. Autrefois, on appelait ça la dialectique de l'histoire. Moi, je ne suis plus dialecticien du tout, mais par contre, je pense toujours à l'histoire. Voilà. Et je pense que nous sommes dans un processus historique en ce moment. Ça, c'est une évidence. Alors, historique, les gens qui vont dire post-historique, je m'en fous. Mais par contre, il y a un processus. Et il y a un processus où on voit bien qu'il y a une bifurcation, des bifurcations qui sont en train de s'opérer, et sur lesquelles on a des marges de manœuvre, etc. Donc, et comment on va les activer? Et là, il faut absolument qu'on essaye de voir comment on les active ensemble. Donc, la question est absolument fondamentale. Alors,
Après, ce que vous disiez sur la demande, bon, vous avez raison. Si on demande aux gens ce qu'ils veulent surtout pas de revenus contributifs, pas de revenus d'existence, et tout ça. Bon. Il ne faut pas leur demander. On n'est pas... la démocratie, c'est du bidon. Hein, aujourd'hui, hein, je veux dire. Moi, je suis un démocrate. Plein d'amis à moi qui ne sont pas du tout démocrates, qui disent c'est des conneries la démocratie. Moi, je ne pense pas que la démocratie soit une connerie, mais je pense que ça n'existe plus depuis déjà assez longtemps, et bien avant les réseaux sociaux. Donc, voilà. Je ne suis pas sûr que la question soit là. Par contre, la question, c'est comment, nous, ce que nous voulons faire à Pleine Commune, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, j'emploie une expression qui n'est pas la bonne, preuve de concept, je dis ça parce que ça circule beaucoup, etc. Bon, un démonstrateur, voilà. Moi j'aime bien cette idée de démonstrateur, voilà, qui donne envie aux gens et qui leur... Je pense, moi, qu'aujourd'hui, les gens filent un très mauvais coton, cultivent des très mauvaises pulsions, parce qu'ils ne voient pas d'issue, donc ils deviennent méchants. Nous en sommes, moi aussi, vous aussi, on est tous comme ça. On est tous pris dans ce machin. Il y a un état d'urgence à montrer que s'il y a des issues, bien sûr que si. Quelles sont, ça a un peu étonné, il est parti Olivier Landau quand j'avais dit qu'elles étaient de l'ordre du miracle. Il m'a dit, ah non, tu ne vas pas dire ça, parce que c'est contre-productif. Ah si, c'est de l'ordre du miracle. Le miracle, ça existe. Voilà. Le miracle, c'est des choses, en théorie, des bifurcations. Une bifurcation, c'est un miracle. Parce que le système ne peut pas l'anticiper. Donc, elle peut être négative, elle peut être positive. Donc, tenons-nous à ce genre de questions. Et alors, dans l'expérimentation, pourquoi tirage au sort? Parce que nous pensons qu'il faut prendre, ce que vous disiez en commençant d'ailleurs, à la racine. C'est-à-dire que vous avez déjà de très mauvaises habitudes. Vous êtes venu ici en vous disant, je trouve une solution à mon truc. Et non, on ne vient pas ici pour trouver une solution à son truc. On vient ici pour penser. Oui, mais... Bon. Vous me dites, j'ai démissionné. Non, mais je plaisante, je le taquine, il me taquine aussi, donc je le taquine. Mais ce que je veux dire par là, c'est pourquoi tirage au sort? Il n'y a rien de plus juste que le tirage au sort. Dans une situation d'un système initial, il n'y a rien de plus juste. Quel critère? Et nous disons, nous partons des mômes, c'est-à-dire qu'il faut commencer, pour moi, c'était à moi de décider, 300 € par mois à 14 ans. Voilà, 600 € par mois à 15 ans, etc. Et on monte progressivement. Et les intermittents en question, du spectacle, ils peuvent gagner 15 000 € par mois après. Hein. J'ai des amis intermittents qui gagnent 15 000 € par mois. Et de temps en temps, ils sont au chômage dû. Donc ils ont 70% de 15 000 €. Et c'est ça l'idée. Il ne s'agit pas de faire tout le monde à 1 500 € ou à 2 000 €. Pas du tout. Il ne s'agit pas du tout de déterminer un revenu de territoire. En aucun cas. Parce qu'en plus, ce n'est pas local. Ça se localise. Mais c'est un problème de macroéconomie. Donc il faut que ça... C'est dynamique, c'est une économie avec tout ce qu'elle a de complexe, c'est un système extrêmement complexe. Mais en revanche, la question c'est bien de construire de nouvelles valeurs. Pas au sens de Marine Le Pen ou de Philippe de Villiers, au sens de Nietzsche. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'il faut lire Nietzsche un peu. C'est vraiment important. Pas pour le plaisir de faire de la philo et tout, mais parce que c'est ça l'enjeu du nihilisme chez Nietzsche. Et là je voulais dire un truc à Nick, à savoir que pourquoi est-ce que nous considérons que la calculabilité est une question fondamentale et que l'incalculable est une question fondamentale. L'incalculable, c'est pas forcément l'improbable d'Yves Bonnefoy ou je sais pas quoi, ou c'est pas l'Esprit Saint ou je sais pas quoi. Non, c'est ce qu'un système ne peut pas anticiper sur son propre fonctionnement. C'est ça l'incalculable au sens strict. Et moi, j'ai défendu ici dans un séminaire que le problème de Nietzsche, c'est qu'il a rejeté la théorie de l'entropie. Qu'il a construit la théorie de l'éternel retour pour essayer de justifier son rejet de la théorie de l'entropie, c'est mon interprétation, bon, mais ça se discute. Et qu'il manque à la théorie de la transvaluation nietzschéenne, Nietzsche, on peut l'enverser en une critique du capitalisme. Le nihilisme, c'est le capitalisme, en fait, hein, ce qu'il appelle le nihilisme, au stade du 19e siècle. Il faut faire, j'appelle ça moi, une transvaluation de la transvaluation nietzschéenne, c'est-à-dire, et réarticuler ça avec quoi? Avec des questions d'économie s'inscrivant dans une cosmologie de l'anthropocène, où il faut absolument prendre en charge la question des limites de l'anthropocène. Ce dont je pense que ça, c'est ouvert dans le manifeste accélérationniste, mais que c'est pas assez développé. Voilà. Je pense que ça c'est absolument fondamental. Et là, donc, pour revenir à la question, on ne fait pas une critique de la valeur travail.
c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Valeur travail, c'est une expression à la con de Sarkozy ou ces mecs-là, donc laissons tomber tout ça. On s'intéresse à la question de la valeur, mais au sens en économie, valeur d'usage, valeur d'échange. Au-delà du coup de valeur d'usage, valeur d'échange, c'est en ce sens-là qu'on emploie le mot valeur, pas de valeur travail. Et on essaye de repenser le travail en n'étant pas soluble dans l'emploi et au-delà de l'économie de l'emploi. Nous avons aujourd'hui que des indicateurs pour l'emploi, pas du tout pour le travail. Le travail est complètement détruit, il est ignoré. Voilà. Et ça suppose qu'il faille repenser complètement le travail et donc aussi dépasser la conception, disons, travail comme souffrance, etc. Parce que, non, le travail... ou plutôt, il faut opposer l'opposition entre souffrance et plaisir. Ce que Freud donne à penser, et avant lui, Nietzsche aussi. Parce qu'il y a un texte de Nietzsche sur le travail qui est absolument fantastique, où il dit exactement ça. Après, rationalité, optimisation, bon, qui est-ce que... Je ne sais plus qui a... C'est vous, hein. Merci. Moi, je n'ai pas du tout peur de parler d'optimisation. Il faut optimiser, bien entendu, mais ce n'est pas la rationalisation au sens de SAP ou des systèmes de gestion provisionnelle des investissements, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, de tout ce qu'on appelle la rationalisation des choix budgétaires. Je l'emploie au sens de Whitehead. Whitehead dit la raison, c'est ce qui vise à aller vers une vie meilleure, tout simplement. Et je pense qu'il faut absolument revendiquer ce truc-là. Et ça, d'ailleurs, ça ramène à la question du progrès dont parlait tout à l'heure Franck. Il faut revendiquer ces trucs-là, mais il faut les sortir des espèces de, comment dire, de corsets, puis d'idéologie et de phraséologie, et aussi de régression complète que ça a engendré. Donc il faut faire une critique de tout ça. Bref, il y a du travail. Voilà, je pense que... Pour terminer ensuite sur l'évaluation-rétribution, non, il ne s'agit absolument pas de rétribuer les gens à partir d'une évaluation. D'abord, il faut vraiment redire ce qu'on a dit dès le début, et je pense qu'il faut s'y tenir. Il y a le revenu d'existence et le revenu contributif. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. En revanche, ils sont les fonctions d'une même économie. Donc ce sont des fonctions dans une économie qui n'ont pas les mêmes fonctions. Le revenu d'existence, il est universel. Il est le même pour tout le monde, et il est inconditionnel. Et comme le disait en commençant Yann tout à l'heure, on le touche à la naissance. Voilà. Donc c'est absolument pas, c'est pas du tout la même chose que le revenu contributif. Et ça s'agence. Ça s'agence, et alors ce que nous pensons, nous, et je crois que Yann en est d'accord, et aussi Ariel qui est ici présent, parce que, bon, j'avais annoncé qu'il ne pouvait pas être là tout de suite, mais il est là depuis quand même 4 heures de l'après-midi au moins. Donc Ariel, avec qui nous avons commis ce petit texte pour multitude, voilà, sur revenu d'existence et revenu de contribution, revenu contributif. D'ailleurs, je dis revenu contributif et non pas de contribution, parce que quand on dit revenu contribution, les gens disent ah bah si tu contribues, tu auras du pognon. Donc non, c'est pas ça du tout. Voilà. D'abord, on a dit avec Franck, les contributions, c'est les impôts. Voilà. Donc l'économie contributive, c'est une économie qui redistribue complètement la notion de la valeur et de la distribution, les conditions de distribution de la valeur. Voilà. Et les impôts font partie de la contribution, bien entendu. Quand j'achète un truc, je paye et je contribue. Voilà, donc toutes les fonctions économiques sont des fonctions contributives dans un tel point de vue. Mais en revanche, il ne s'agit pas d'évaluer les gens pour dire ce qu'on va leur donner. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est vraiment le système des intermittents. C'est-à-dire que j'ai a priori le droit, parce que je suis sur un territoire contributif qui a décidé d'investir dans l'économie contributive, je bénéficie a priori d'un droit à un revenu contributif que je dois défendre. Il est conditionnel, il n'est pas inconditionnel. Et donc, et après, comment est-ce qu'il se traduit, à quel niveau il est, on n'en sait rien. On a demandé 10 ans pour inscrire tout ça, on y bosse. Mais ensuite, il peut être extrêmement varié. Puis si je perds mon revenu contributif, parce que comme un intermittent, il n'arrive pas à faire ses heures, bon, bah, il les perd. Je vais rentrer dans un autre dispositif qui est le revenu minimum d'existence. Voilà. Et on s'en tient à ça pour le moment. Et il n'y a pas de débat sur à quel niveau est le revenu contributif. Non, ce n'est pas un débat territorial, ça va se négocier dans des secteurs. Voilà. Et ça, c'est compliqué, bien entendu. C'est vachement compliqué. C'est des tas d'emmerdements. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que les syndicats ouvriers, comme on disait autrefois, les syndicats patronaux, les chambres consulaires, les autorités publiques, enfin les associations, les citoyens comme nous, etc.,
nous pesions sur ces trucs, et pour arriver à quoi? À produire des économies solvables. C'est-à-dire parce que c'est une dynamique. Ici, il y a un truc important chez Schumpeter, c'est pas l'économie de la destruction créatrice, c'est l'évolution économique. L'économie est un système évolutif. Donc on ne peut pas avoir des critères comme ça, a priori, il faut les construire. C'est très problématique parce que ça permet toujours à ceux qui sont mieux informés que les autres d'imposer leurs propres critères. Et bien justement, il faut encapaciter les territoires pour que tout le monde soit capable d'intervenir dans cette négociation. Enfin, c'est vraiment le but de Pleine Commune, ça. Pour ce qui me concerne, et je pense qu'on est assez d'accord avec les gens de Pleine Commune sur cette démarche, hein. Donc je crois que je peux parler un peu en leur nom, en tout cas au nom de Patrick et de son équipe proche. Je pense, et alors c'est un des seuls points qui fait que je suis vraiment d'accord avec Jacques Rancière sur un point, c'est que la seule base sérieuse de la démocratie, c'est le tirage au sort. Voilà. Ça se discute, hein. Il y a plein de trucs sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord avec Rancière et qui procèdent de ça en plus. Mais je pense que le tirage au sort est ce qu'il y a de plus juste dans le domaine social. Et ce n'est pas du tout un idéaliste. Qu'est-ce que c'est l'idée? C'est de dire on va tirer au sort parmi des... C'est le seul critère incontestable. Vous avez une population de 400 000 personnes, vous dites on va accorder un revenu contributif à 100 mômes de 14 ans. Avec quels critères vous allez choisir? Seule raison absolument incontestable, c'est de jouer au dé. Hein. Vous dites, voilà, on va tirer au sort dans les listes des noms, des gens qu'on a. Et la question individu et collectif, pour moi, c'est pas le fait que de toute façon, c'est forcément des individus qui vont toucher le revenu contributif. De toute façon. La question, c'est comment on les accompagne. Comment on prend soin d'eux. Qu'est-ce que c'est que prendre soin d'un môme de 14 ans au franc-moisin? Ça m'intéresse. Et ça, je pense, c'est absolument passionnant pour tout le monde. Et que c'est une question où, par ailleurs, parce que nous ne savons pas. J'ai donné un exemple, la comotisation, je pourrais vous en donner un certain nombre d'autres, d'applications de revenu contributif. Mais ce n'est pas à nous de faire ça. C'est au réel de produire ça. Et le réel, il est dynamique. C'est un processus, il faut créer une dynamique. Voilà. Et donc, le revenu contributif, là, c'est pas simplement le môme qui a été tiré au sort et qui va toucher ses 400 €, je ne sais pas quoi. C'est tous ceux qui l'entourent. Sa fratrie, ses parents, sa fratrie, son quartier, tout ça. Comment ça va se transformer? C'est super dangereux d'ailleurs, hein, c'est vachement compliqué, hein, parce qu'on ne va pas se marrer tous les jours. Imaginez qu'il y a un môme dans un quartier des francs-moisins qui touche ce truc, comment on va faire pour bosser avec lui? Ça, je peux vous dire que c'est un sacré boulot. Mais je pense que c'est là qu'est le vrai problème. Après, comment on va faire pour que l'entreprise de travaux publics du coin, il y en a une qui est vachement intéressée par la démarche, les restaurateurs du coin, Peugeot Citroën, Orange, tout ça, qui sont des partenaires de tout ça, vont s'intéresser à ce môme-là. Mais ça, c'est vachement intéressant. Comment est-ce que ça ne va pas faire péter les plombs à ce gamin, tout ça? C'est très compliqué. Petit mot, comme probablement multitude, avant 2008, Arsène Ustris était considéré comme un groupe crypto-marxiste, freudo-machin, à la con, tout à fait méprisable. Et après, nous avons été invités dans des banques et tout ça. Bon. Après 2008, je veux dire. Parce qu'on avait commencé, Arsène Ustris, en disant la banque va se casser la gueule. Donc la bourse va se casser la gueule. Et d'un seul coup, on est devenus des gens intéressants. Et moi, à chaque fois que je suis allé dans ces banques, ou chez les assurances aussi, AXA et tout ça, j'ai dit, vous savez, vous êtes propriétaire de beaucoup de vent. Parce que tout ce pognon peut devenir que dalle, en fait. Ce n'est que de l'anticipation positive, d'une certaine confiance dans votre capacité à en faire quelque chose. Donc, je dis ça parce que c'est comme ça qu'il faut présenter le problème non pas de la taxation, mais de la valorisation du capital. Si vous ne cédez pas une partie de ce capital, il s'évapore. Si vous le cédez bêtement, il s'évapore aussi. Si vous le cédez dans un investissement contributif, c'est génial, ça va durer. Et ça va... Voilà, c'est comme ça que vous pensez. Parce que c'est vrai. Et je trouve qu'en plus, c'est vrai. Donc, c'est là d'ailleurs que moi je soutiens Yann, je l'ai critiqué, Yann, il le sait, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai critiqué vachement sur son discours sur la financiarisation, parce que parfois je ne suis pas du tout d'accord, mais il y a un point sur lequel nous sommes tout à fait d'accord, c'est que le virtuel et le réel, le virtuel c'est pas du bidon. Je viens de dire que c'est du vent, mais c'est pas du bidon. Le vent c'est pas du bidon, ça fait marcher les bateaux, hein. Les bateaux à voile, les éoliennes, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut sortir de ces représentations
niaise que voilà, l'économie financière serait voilà, une verrue et que l'économie dite qu'on appelle parfois industrielle serait la vraie économie. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et c'est depuis Marx qu'on sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. En revanche, le dévoiement spéculatif du virtuel, ça c'est super dangereux. Et donc il faut que nous produisions voilà, une virtualisation du virtuel, ou de l'actualisation du virtuel contributive, voilà, qui redonne. Ils savent tous ça, ces mecs. Hein. Le type, il avait fait, j'ai commenté dans un bouquin, le type, il avait fait cette déclaration à la BBC, qui était un trader. Vous avez entendu parler de cette histoire. Trader interviewé à la BBC un soir, au journal télévisé du soir. Il dit, ah bah moi, oui, bien sûr que tout ça va se casser la gueule, je prends le pognon tant qu'il y en a à prendre. Après, voilà. Il avait dit ça avec un cynisme absolument sidérant. Et c'est ce qu'il pense. Et le fait qu'il pense là, ça veut dire qu'il n'est pas bien dans sa peau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est sûrement un peu cocaïnomane, dépressif, etc., comme la plupart de ces mecs. J'en ai rencontré un jour que j'ai connu par hasard. Il m'a dit, ma femme m'a plaqué, je ne vois plus mes mots, je suis millionnaire et tout ça, mais ma vie est naze. Voilà. Donc je pense que, voilà, il faut s'engager dans... Et ça, c'est des affaires de désir. Vraiment. Donc ce sont vos objets. Et je redis ce que j'ai dit 50 fois aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on a besoin de 10 ans et que c'est tout un processus très long. Et où, par exemple, nous voulons monter des séminaires avec les fonctionnaires de pleine commune, avec les élus de pleine commune, mais aussi avec les acteurs. Voilà. Et donc, gros travail pour lequel on va avoir par ailleurs besoin de moyens beaucoup plus importants que ceux dont on dispose. Parce que tu viens de dire un truc vraiment important, c'est un peu de ça dont je voulais parler quand je parlais de miracle tout à l'heure. Les gens se disent c'est génial, mais c'est impossible. C'est ça l'enjeu. Et là, c'est une affaire de désir, véritablement. Et comment on reconstruit une économie libidinale territorialisée, qui soit vraiment une économie libidinale au sens fort du terme, et où le manque n'est pas le manque, mais le défaut. Nous disons, la question, c'est pas le manque. Là-dessus, je suis deleuzien par rapport à Freud, c'est le défaut, c'est ce que j'appelle moi le défaut. Et donc je pense que c'est ça, ce dont parle Deleuze. Et d'ailleurs, c'est là que la technique joue un rôle fondamental. Parce que la technique est l'indice du défaut, qui n'est pas du tout un manque, puisque c'est aussi un pouvoir, une puissance, etc. Voilà, donc l'idée, c'est de construire c'est une nouvelle économie du soin, en réalité. Mais ils ont raison, les gens, de dire que c'est impossible. Moi, je commence toujours par dire, quand je présente ce truc, je vous préviens, je vous parle d'un truc absolument impossible. Donc, et les gens disent, ah ouais, c'est vraiment impossible, mais on a envie d'y aller.